restauratif, hein, c'est-à-dire effectivement et d'une transposition dans un domaine de quelque chose qui a été exploré pour d'autres raisons dans d'autres domaines. Et on a vu à travers les trois intervenants précédents que effectivement, il y avait une large utilisation possible de ces techniques. Merci à tous. Si vous avez quelques questions pendant que les intervenants sont encore là, avant qu'ils repartent chacun chez eux, il ne faut pas hésiter. On vous passe le micro volontiers. Oui, merci. Moi, je voulais les remercier beaucoup. Et puis, j'ai relevé plein de mots plein de notions très, très intéressantes. J'ai noté l'approche relationnelle, Monsieur Hugo Picard, la réciprocité émotionnelle, et puis toutes ces notions de libérer la parole. Vous avez dit, on ne prend pas parti, on prend parti de chaque personne. Et je me disais, là, vous parlez des pratiques restauratives en justice, mais quand je vous écoute, moi, je pense à un accompagnement restaurateur, je ne sais pas si on le dit, à l'aide sociale à l'enfance et tout au long de la prise en charge des jeunes. On a organisé il y a quelque temps un colloque sur prendre soin de l'enfant, où on a parlé du partage émotionnel. Hein, il y a plein de méthodes sur le partage des émotions. On parle aussi, et c'est un sujet qui nous préoccupe, sur la construction ou l'aide à la construction de l'histoire de vie de l'enfant séparé de ses parents. Et je me dis, quelque part, on se retrouve dans tout ce que vous dites. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut vraiment développer, c'est-à-dire un autre regard des professionnels sur l'accueil de l'autre, l'acceptation de l'autre, sans prendre parti. Parce que moi, j'entends parfois des réunions un peu compliquées où il y a les partisans du père, les partisans de la mère, et parfois les partisans de telle orientation ou les partisans de telle autre. Et je me dis, ce que vous nous avez apporté, qui pénètre maintenant les textes de loi, devrait être travaillé à tous les niveaux, vous voyez. Et c'est vraiment une technique de pas de côté dont on parle aussi. On est là pour l'autre, pour accueillir l'autre, et non pas pour le pousser dans des voies qui parfois aboutissent au CEF ou à des choses comme ça. Merci à vous. Je vous en prie. Oui, effectivement, c'est la préparation qui fait la différence, finalement. Sinon, on tombe dans la confrontation, ce qui n'a rien à voir avec la justice restaurative. Les personnes sont vraiment préparées et sont préparées, je disais tout à l'heure, au dialogue, mais aussi à la reprise du cours de la vie de manière la plus apaisée possible, si on peut dire ça. Nous, on envisage les faits comme une fracture. La vie n'est plus la même suite aux faits, ne sera plus jamais la même ensuite. Alors, on ne va pas tenter de revenir à l'état initial, mais on va tenter de favoriser par le dialogue la reprise du cours de la vie de manière plus apaisée que ce que ça n'a été suite aux faits. Mais on prépare aussi donc à l'avenir. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais de cas de viol incestueux ou d'agression sexuelle incestueuse. On ne prépare pas sellement à dialoguer, on prépare aussi à que mettre en place si la jeune victime constate à nouveau un comportement inapproprié, que ce soit de l'auteur ou d'une autre personne au cours de sa vie. Pour l'auteur, qu'est-ce qu'il va mettre en place s'il sent qu'il y a une nouvelle pulsion, un nouveau risque de passage à l'acte? On prépare à tout ça, en fait. Mais c'est la préparation. 90% du boulot en justice restaurative, c'est la préparation. Et peut-être aussi, peut-être que c'est nécessaire aussi de préciser et de revenir un peu là-dessus. Vous avez vu beaucoup de choses aujourd'hui. Nous-mêmes, on a découvert, on a redécouvert, c'était vraiment l'occasion de revenir sur beaucoup de pratiques. C'était extrêmement instructeur. Et dans toutes ces choses que vous avez vues, peut-être retenir quand même, alors désolé si c'est un petit peu strict, mais revenir sur le fait que la justice restaurative reste concentrée sur les faits pénaux. Et effectivement, elle fait émerger énormément de questionnements et énormément de pratiques qui peuvent rayonner sur beaucoup de domaines, notamment sur le volet éducatif, mais conserver quand même cette justice restaurative comme des suites d'une infraction. Et ensuite, on a tous les processus, tout ce qui se met en place autour de ça. Mais encore une fois, vous avez vu beaucoup de choses aujourd'hui qui servent dans tous les cas à dans plein de buts, on va dire. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être quand même
un peu scinder revenir un peu ou remettre un peu de l'ordre, parce qu'on a beaucoup appris cet après-midi. Et c'est nécessaire de garder en tête cet esprit qu'on est dans le domaine non pas éducatif à proprement parler, mais plutôt pénal. Voilà. Oui, je voulais aussi qu'on retienne qu'il n'y a pas de... Le seul obstacle, c'est plus les idées qu'on se fait de... On a vu effectivement, et la dernière intervention d'Alice et Luc le montre, c'est... Et vous disiez 90% c'est la préparation, c'est d'amener des gens à l'idée que se parler, c'est pas dangereux, que chacun se mettant dans la disposition de respecter l'autre, on ira le plus loin possible. On ira où on ira, mais on ira le plus loin possible. Ce qui, à mon avis, a fait obstacle jusque-là à une diffusion de ces techniques, c'est effectivement des positions un peu dogmatiques en disant non, mais en cas de violence comme ci ou comme ça, alors ça, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Rien n'est impossible, à condition de penser que l'humain peut rester humain, quoi. C'est-à-dire que, oui, l'exemple que vous nous avez donné pour nous expliquer ce que c'était Fred, c'est quand même un inceste familial, c'est quand même quelque chose de très violent pour une petite fille de cet âge-là. Et ben, elle-même, elle avait envie d'avancer. Donc, sans ça, ça n'aurait pas été possible. Donc, il ne faut pas dire « Ah non, mais dans les cas d'inceste, ce n'est pas possible » ou « Dans les cas de violence comme ci, ce n'est pas possible ». Ben, si on commence comme ça, évidemment, on ne fera rien. Tout est possible à partir du moment où on travaille dans l'humain et dans l'idée qu'il va falloir préparer pour que chacun arrive. Oui, la conférence, c'est le moment final, c'est le moment où on vient déposer face à l'autre tout ce qu'on a engrangé dans la préparation. Alors, je crois qu'en protection de l'enfance, finalement, on connaît assez bien ça. Et moi, je suis très content que vous nous ayez donné cet exemple de ce que vous avez tenté là. Évidemment, il y a parfois des situations plus difficiles, mais le réseau, c'est important. Et ça, je pense qu'effectivement, on a tout à gagner à s'emparer de ces techniques-là. Et peut-être pour rajouter, vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que lorsqu'un service veut mettre en place de la justice restaurative, j'espère que vous l'avez entendu dans nos 3 interventions, c'est qu'il y a des organismes référents en France pour accompagner les professionnels, que ce soit dans la mise en place des dispositifs, dans la réflexion, dans la mise en place des comités. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont, même si la justice restaurative est encore très peu connue en France, finalement, elle est très peu connue avec quand même une grosse boîte à outils fournie. Donc, vraiment, ne pas hésiter à contacter l'un de nos services pour vous aider à la mise en place des dispositifs ou dans vos réflexions. Puisque peut-être aussi quelque chose qui est important et qui conclut aussi peut-être tout ça, c'est que récemment, j'ai échangé avec le ministère de la Justice et il y a une phrase qui a été dite et que je trouve qui est très importante. Théophile, tout à l'heure, il a pu vous dire que finalement, on s'était aussi beaucoup inspiré de ce qui s'était passé à l'international, au Canada, en Belgique, avec les autochtones, etc., etc. Et finalement, on a essayé de transposer en adaptant à la France, mais en même temps, on a aussi nos particularités, les Français. Et aujourd'hui, la réflexion, c'était de se dire, on a fait un copier-coller, enfin, pas vraiment un copier-coller, mais on s'en est inspiré grandement. Mais peut-être que toute la justice restaurative, elle bloque aujourd'hui parce que c'est peut-être les professionnels de terrain qui vont faire bouger les choses et faire de la justice restaurative à la française. Bien évidemment, en respectant le cadre qui a été présenté par Théophile, mais il y a des choses à faire. C'est-à-dire que rien n'est figé dans le marbre. On n'est pas seul. Si les 2 derniers mots que je voulais dire, c'est on n'est pas seul face à la justice restaurative et tout reste à créer finalement. On s'adapte. Je dois dire, la première fois que j'ai entendu parler de Fred, c'était dans une conférence sur l'inceste et c'était par une victime qui avait bénéficié de ça. C'est une victime adulte et franchement, enfin, elle nous a expliqué à quel point ça avait été tout à fait salutaire pour elle. Alors, on a une question via le réseau. Oui, c'est ça. En ligne sur la visioconférence, du coup, j'ai 2 questions pour Wendy Thuillier. Quel est le profil des personnes formées à ces pratiques restauratives et à partir de quel âge est-il possible d'utiliser l'outil Fred ?
Alors, le profil en soi, ça peut être tout professionnel. Il n'y a pas de limite puisqu'on forme aussi bien des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, des juristes, des conseillers pénitentiaires. Enfin, vraiment, il n'y a aucune limitation quant à la profession. Encore une fois, Fred, je vous l'ai présenté comme dans la justice restaurative, mais il peut être aussi utilisé pour d'autres accompagnements. Il ne se limite pas à ça. Après, sur la question de à quel âge on peut commencer à l'utiliser, là, en fait, on va se repérer à l'âge qui est posé par la Haute Autorité de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé sur tout ce qui est réalité virtuelle. Et c'est-à-dire qu'on dit que c'est pas très bon de l'utiliser en dessous de 12 et 13 ans. C'est pas l'outil qui est mauvais, c'est toute une question de réalité virtuelle, tout en sachant qu'on peut aussi faire le même travail sur un papier, mais c'est vrai que ça enlève quand même un gros bénéfice de Fred. Voilà. D'autres questions? Bien. Ben, écoutez, merci. Moi, j'ai une petite question. Ah. Oui, je suis là, juste à côté de vous. Mais alors, personne n'ose la poser, j'imagine, mais où est-ce qu'on le trouve, cet outil-là? Comment on fait pour se le procurer? Alors, l'outil, il faut demander à l'ARCA, vu que c'est vraiment notre outil à nous. Et après, effectivement, on met à disposition l'outil. Il faut se faire former à comment utiliser l'outil. Mais après, c'est simplement le logiciel est offert. Après, il faut juste acheter un ordinateur de gamer. Parce que comme tout, ça reste en fait de la réalité virtuelle. Donc, pour de la réalité virtuelle, il faut un casque, des manettes, des lighthouse. Enfin, voilà. Il faut tout le matériel, mais en soi, on donne accès à l'outil. Voilà. Très bien. Merci à tous de votre présence. Merci à ceux qui étaient présents virtuellement aussi. Je remercie aussi Clémentine Bellouin qui a organisé toute ça et ces messieurs de la logistique vidéo et puis aussi Céline Dana, notre chargée de communication, grâce à qui l'ENI communique. Et je vous donne rendez-vous le 20 novembre prochain. Nous reparlerons, j'espère que vous en parlerez tous les jours quand même, des droits de l'enfant.